Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va se retrouver aujourd'hui, à la veille du week-end du 1er mai. Donc, c'est pour ça que j'ai enregistré. Après quelques périples, je suis allée en région parisienne, je suis allée à Versailles, je fais tas de trucs. Donc, bon, je raconterai d'autres trucs par la suite. En attendant, je vous remercie pour votre gentillesse, pour vos commentaires et pour votre générosité, comme d'habitude. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à venir me rejoindre sur ma petite chaînette, qui n'est pas une grande chaîne publique, qu'on me l'a reproché avec le Ouija, pour qui je me prenais. Bon, très bien. Bah non, j'ai parlé du Ouija. Alors, dans l'ensemble, c'est vrai que ça a été très bien apprécié. J'ai fait de mon mieux pour informer, en cherchant, en gratouillant un petit peu partout, sur ces histoires-là qui sont quand même très particulières. Bon, je sais que certains n'ont pas apprécié, j'ai été insultée. Je vous dirai pas de quoi on m'a traité, mais à faire rougir un corps de garde. Enfin bon, c'est la première fois que ça m'arrive, il y a un début à tout, il y a des sujets, effectivement, qu'il ne faut pas toucher. Et bon, pour ce qui concerne mes croyances, j'en ai pris plein la tête aussi, y compris sur ma page Facebook, c'était agréable. Sauf que bah, je suis pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que moi, je crois en Dieu, mais ça s'arrête là. Je pratique pas classiquement, si je puis dire, mais j'essaye d'être dans l'esprit de la verticalité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, donc bah, ça rejoint le tout, hein. L'essentiel, c'est de croire, c'est d'essayer de faire les choses bien pour les autres et d'avoir le sourire quoi qu'il arrive. Donc, je vais essayer de vous intéresser aujourd'hui avec des sujets concernant, enfin un sujet qui concerne la réincarnation, mais avec des cas atypiques. Et j'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, je fais de mon mieux pour dégoter des trucs pour essayer de vous distraire, de vous plaire, de vous intéresser et peut-être de vous apprendre quelque chose, sait-on jamais, hein, ça sert à ça aussi. Et on va faire ça, si possible, dans la joie et la bonne humeur. Encore merci pour votre générosité et pour votre gentillesse. Vous savez, vraiment, ça m'encourage beaucoup. Parce que si vous connaissiez l'envers du décor et le temps que ça me prend, enfin si, il y en a certains qui s'en doutent, mais donc voilà, c'est ma récompense. Merci. Allez, c'est parti mon kiki. Alors je vais vous parler d'un premier cas qui est le cas d'une petite fille italienne, une jumelle. Vous allez voir que l'histoire est absolument incroyable et je suis sûre que ça va vous intéresser. Ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, qui est un petit peu plus courte, ce seront les réincarnations de deux petits jumeaux indiens. Et ça, j'avoue que je me suis passionnée pour ces deux histoires, donc j'espère qu'elles vous intéresseront et vous passionneront tout autant. Alors, alors vous avez un monsieur qui s'appelle Carmelo Samona, qui est un Sicilien, très riche, distingué, notable de Palerme, dont les ancêtres sont venus autrefois d'Iran. Il est érudit, il est doté d'un joli don d'éloquence et il va vivre un véritable coup de foudre pour la princesse Adele Monroy Allegra Formosa. Ce coup de foudre d'ailleurs sera réciproque. C'est ainsi qu'il va épouser celle dont il dira toujours qu'elle est la femme de sa vie. Donc ils sont très amoureux l'un de l'autre. Elle est issue d'une très ancienne et richissime famille aristocratique sicilienne. Elle est belle, elle est intelligente, elle est passionnée par la philosophie et les belles lettres et elle parle plusieurs langues. Après leur mariage, célébré en 1896, qui fut d'ailleurs béni par le pape Léon XIII, ils vont s'installer dans la luxueuse villa Rancibille, qui est une propriété de famille de la jeune princesse. Dans ce magnifique petit palais que vous voyez en photo, ils recevront dans le faste la belle société palermitaine. Donna Adele Samona mettra bien vite des enfants au monde, 3 garçons viendront d'abord, et puis il va y avoir autre chose, une petite fille. Donc cette charmante petite fille sera baptisée Alessandrina et elle verra le jour un peu après ses frères qui se sont déjà bien grandis. Et donc tout va pour le mieux pour ce couple si harmonieusement uni. Leur bonheur restera sans nuage jusqu'à ce que 2 drames successifs, hélas, viennent frapper de plein fouet ces pauvres gens et les plonger dans la douleur. Et ça va être une grande douleur, vous allez voir. Leur petite Alessandrina, seulement âgée de 5 ans, va en effet tomber brusquement malade.
Atteinte d'une grave forme de méningite, elle va s'éteindre dans les bras de sa maman à 9 heures du soir le 15 mars 1910. Si son papa est très affecté par sa disparition, eh bien sa mère, elle, est absolument anéantie. La douleur qu'elle éprouve de la perte de sa petite fille est absolument insupportable. Très pieuse sans pour autant être bigote, elle va se réfugier dans la prière en espérant que ça apaisera son chagrin, qui est insurmontable et qui la dévaste. Durant des heures chaque jour, donc, elle va prier avec ferveur pour sa petite fille prématurément disparue, afin que Jésus et la Madone prennent soin d'elle et l'accueillent au paradis. Il faut savoir que 6 mois plus tôt, le 21 novembre 1909, un premier drame avait déjà terriblement éprouvé cette femme. À la suite d'une chute, elle avait en effet perdu le bébé qu'elle attendait. Et ce n'était pas tout. Les médecins qui l'avaient opérée lui avaient annoncé qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Alors vous imaginez ce que c'est, dans quel état elle se trouve. Donc elle n'est donc pas encore vraiment remise de cette épreuve lorsque sa petite Alessandrina va rendre l'âme. Ce sera donc un double choc, pour ne pas dire un triple choc, que devra brusquement encaisser cette jeune femme à laquelle tout souriait jusqu'ici. Comme quoi, même quand on est très riche, beau et célèbre, eh ben, on peut avoir sa vie fracassée. Hein, ça veut rien dire. Ce qui relève de l'extraordinaire, vu le contexte, c'est que 9 mois et 3 jours plus tard, après le décès de sa petite fille, eh bien, elle va mettre au monde 2 petites jumelles, en parfaite santé. Et elles seront respectivement baptisées Alessandrina et Maria Passé. Le décor est ainsi planté, il est désormais d'entrer dans le vif du sujet, de plein pied dans l'histoire, et vous allez voir que le sujet n'est pas banal, et en tout cas il est très intéressant. La petite Alessandra Samona a donc quitté ce monde le 15 mars 1910 en laissant ses parents et en particulier sa maman, comme vous l'avez vu, dans une profonde affliction. Et voilà que 3 nuits plus tard, après le décès de la petite, la maman, qui est submergée, comme on le sait, par le chagrin, un chagrin incommensurable que lui cause cette perte, eh bien va faire un songe pour le moins étrange. Dans ce rêve, elle se retrouve face à sa petite qui lui dit: Maman, ne pleure pas, je ne t'ai pas quittée, je n'ai fait que m'éloigner de toi. Vois plutôt, je reviendrai petite comme cela. Et elle fait ça. Et l'enfant lui présente en effet aussitôt la paume de sa main grande ouverte. Et sur cette paume, Donna Adele Samona va découvrir une petite chose de chair, en fait un minuscule fœtus. La petite fille va alors ajouter une phrase bien mystérieuse: Tu vas donc devoir recommencer à souffrir pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? En se réveillant, Donna Adele Samona est bouleversée, on le serait à moins, d'autant que ce rêve était vraiment, mais alors vraiment très 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 réaliste. La malheureuse a eu vraiment la sensation de voir sa petite fille bien vivante dans son rêve, quoi. C'était frappant. Et ça va pas s'arrêter là, tout ça. 3 nuits plus tard, elle va refaire exactement le même rêve. Tout ça fait beaucoup quand même. Bouleversée, elle s'en va raconter cette histoire à l'une de ses amies proches, qui va lui offrir alors un livre qui traite de la réincarnation. Il a été écrit par un certain Léon Denis, qui est un médium psychographe, un célèbre médium psychographe français, parfois qualifié d'ailleurs de philosophe spirit, et qui aura été surnommé par certains l'apôtre du spiritisme. Tout un programme. Je précise que Léon Denis fut l'un de ceux qui, notamment avec Camille Flammarion, que vous connaissez certainement, continua de soutenir le mouvement spirit avec une détermination sans faille après le décès d'Alan Kardec. En tout cas, ce livre est un bien curieux cadeau tout de même. Adèle Samona va le lire, mais comme elle a autant la foi que les pieds sur terre, ça la subjugue pas. Elle est un petit peu étonnée, elle parvient pas à accepter que les rêves qu'elle a faits, aussi troublants soient-ils, puissent être autre chose que des rêves. Non, ce ne peut pas être des rêves dans sa tête. Pour elle, la petite Alessandrina qui est venue la voir, même si elle lui ressemble fort, n'est certainement pas sa petite fille, c'est certainement un produit de son imagination, puisqu'elle est dans le désespoir complet. En tout cas, son chagrin est tel que rien ne peut la consoler. Elle va donc continuer à pleurer à chaudes larmes, son enfant disparu, au grand désespoir de son mari qui ne sait plus que faire pour la soulager de son immense peine.
Un matin qu'il tente d'ailleurs de la réconforter avec tendresse et qu'elle est en train de lui dire qu'elle aimerait bien croire en ses rêves, mais qu'hélas, elle n'y parvient pas, voilà que 3 coups secs et sonores, bien sonores, boum, 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 vont être frappés à la porte de la pièce où tout le monde se trouve, parce que le couple est là avec ses 3 fils. Et aussitôt, les gamins vont se ruer sur la porte en criant: «Tante Katharina, entrez!» Mais lorsqu'ils vont ouvrir la porte, il n'y a personne derrière cette porte. Personne. Et le salon voisin, sur lequel donne cette porte, eh bien, est plongé dans une profonde obscurité. Les Samonas sont impressionnés. Et s'il s'agissait d'une nouvelle manifestation de l'au-delà? Et si ces 3 coups avaient été frappés par la petite Alessandrina pour attirer leur attention? Cette fois, Donna Adele est troublée. Après tout, de plus en plus de gens, y compris nombre de leurs amis, hein, prétendent pouvoir communiquer avec les esprits. À l'époque, et cela durera au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, le spiritisme était en effet très en vogue en Europe, et pas qu'en Europe d'ailleurs. En effet, sous les ors, des salons et des villas, des villas, des palais de Palerme, eh bien, on faisait tourner à tour de bras les tables et les Samonas vont décider de se lancer ainsi dans l'aventure. Autant vérifier si c'est bien leur petite fille adorée qui a tenté de se manifester par le biais du rêve en frappant ses coups dans la. Durant les 3 mois qui vont suivre, leurs soirées seront donc consacrées à organiser des séances de spiritisme. La mère de Donna Adele, Donna Angelina Monroy Allegra, qui vit dans l'un des appartements de la demeure, va se joindre à eux. Les 2 fils aînés du couple seront parfois présents également, et les débuts vont être encourageants. Dès la première séance, vous allez avoir 2 entités qui vont se manifester. L'une dira être Alessandrina et l'autre prétendra être Jeanne, une sœur cadette de Carmelo Savona qui est décédée de nombreuses années auparavant alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans. Et cette Jeanne va annoncer qu'elle est là pour guider sa petite nièce durant les séances. Effectivement, de temps à autre, elle se manifestera pour expliquer plus clairement les phrases de la petite Alessandrina qui ne parvient pas à se faire comprendre de ses parents. L'esprit d'Alessandra va en tout cas confirmer que c'est bien elle qui est venue dans les rêves de sa maman et qui a également frappé 3 coups à la porte. Elle précisera qu'elle a fait cela pour apaiser la peine de cette pauvre maman et lui faire comprendre qu'elle était toujours là, auprès d'elle. Elle va prononcer ensuite une phrase énigmatique. Voilà ce qu'elle va dire. Ma petite maman, ne pleure plus parce que je suis sur le point de renaître par toi et avant Noël, je serai avec vous. Elle va s'adresser ensuite au reste de la famille. Papa chéri, je reviendrai. Petit frère, je reviendrai. Grand-mère, je reviendrai. Dites aux autres grands-parents et à la tante Caterina qu'avant Noël, je reviendrai. Durant 3 mois, les contacts vont se poursuivre et l'esprit d'Alessandrina délivrera inlassablement le même message de son prochain retour dans le sein de sa mère. Très étrangement, elle ne se tait jamais avant d'avoir cité les noms de tous ceux qu'elle a croisés durant ses 5 ans d'existence. Impossible de l'arrêter. Parfois, les Samonas vont tenter de l'interrompre. Ils souhaiteraient en effet pouvoir poser des questions et à leur tour s'exprimer. Mais ça sera peine perdue. Elle continue. Invariablement, l'esprit d'Alessandrina clôturera aussi son interminable litanie qui leur semble livrée dans une sorte de transe par la phrase « Maintenant, je vous laisse. Tante Jeanne veut que je dorme. » Et après, c'est le silence, le contact est coupé. Brutalement rompu, plus de communication. Tout le monde est évidemment frustré, Donna Adele Samona la première, comme on peut s'en douter. Elle a du mal à accepter que l'entité dont elle est maintenant quasiment convaincue qu'il s'agit de celle de sa fille refuse de l'entendre, tandis que son mari trouve ça vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis un soir, voilà que Alessandrina va avertir les membres de sa famille qu'elle ne pourra communiquer avec eux que durant 3 mois. Et elle va en dire la raison. Elle va dire que le contact va s'interrompre lorsqu'elle va commencer à s'attacher à la matière. Elle sera alors complètement plongée dans un sommeil profond. Le 10 avril 1910, soit moins d'un mois après le décès de sa fille, Donna Adele Samona va soudain soupçonner qu'elle est enceinte. Elle en a les symptômes. Comment est-ce possible, puisque la médecine l'a prévenue qu'elle ne pourrait plus jamais enfanter?
Elle nourrit évidemment des doutes, comme on peut s'en douter. Elle se dit qu'elle doit certainement se tromper, que ça peut pas être le cas, puisque c'est physiquement impossible, normalement, hein, c'est les médecins qui l'ont dit. Le 4 mai suivant, la famille Samona séjourne dans l'imposant château-forteresse de Venetico, qui est une propriété de famille datant du XVe siècle. Je souligne qu'elle a été endommagée 2 ans plus tôt par un terrifiant séisme de magnitude 7,1, je ne sais pas si vous voyez, qui a ravagé Messine, et ceci le 28 décembre 1908. Donc c'est à Venetico, à l'occasion d'une nouvelle séance de spiritisme, que l'esprit d'Alessandrina va délivrer un message, une fois encore pour le moins troublant à sa mère. Maman, en toi, il y en a encore une autre. Bon, évidemment, personne ne comprend de quoi il retourne, et c'est à ce moment que l'esprit de Jeanne, qui veille au grain, va donner les précisions. Et voilà ce qu'elle dit. L'enfant ne se trompe pas, mais elle ne sait pas très bien exprimer. Elle veut dire qu'un autre être voltige autour de toi, ma chère Adèle, qui veut aussi revenir sur cette terre. Dès ce moment, l'esprit de la petite Alessandrina ne cessera d'affirmer qu'elle va revenir, accompagnée cette fois d'une petite sœur, et elles ensemble toutes joyeuses. En principe, son discours aurait dû consoler ou du moins éclairer Donna Adele et Samona, vu les soupçons qu'elle nourrissait de son état. Pourtant, c'est tout le contraire qui va se produire. Cette révélation va ne faire qu'augmenter ses doutes, ses angoisses, et alimenter l'idée que toute cette histoire finira pour elle par une grande désillusion. Carmelo Samona s'interroge également, tout ça lui paraît bien suspect, autant que douteux, non vraiment, il a beau y réfléchir, au vu de ce que les médecins ont dit, eh bien, cette opération chirurgicale l'a empêché radicalement d'avoir des enfants. Hein. Bon, quand elle a fait sa fausse couche, il a fallu de l'opérer parce qu'elle était en très mauvais état, et c'est fichu. Impossible donc que sa chère Adèle puisse être enceinte. Et quand bien même ce serait le cas, sa grossesse ne pourrait certainement pas être menée à terme. Encore moins s'il s'agit d'une grossesse gémellaire, comme l'a laissé supposer l'esprit d'Alessandrina. Pour lui, cette prédiction est donc surréaliste, peut-être la blague d'un esprit farceur, malveillant, qui se fait passer pour leur fille, qui sait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va pas arranger du tout, du tout, du tout, le moral de son épouse, qui va replonger aussitôt dans un profond chagrin et une grave dépression. Il ne se passera pas un jour sans qu'on la trouve en larmes. Avant de se taire définitivement, l'esprit de sa petite Alessandrina va faire en sorte de la rassurer et de la consoler, allant jusqu'à la supplier d'être heureuse et de se réjouir de la bonne nouvelle qu'elle lui a annoncée. Et elle lui lancera aussi un avertissement. Maman, tu verras que si tu continues à te laisser aller à ces tristes pensées, tu finiras par nous donner une médiocre constitution. Dans le même temps, Donna Adele Samona, qui ne sait plus quoi penser, on s'en doute, va signifier à l'esprit d'Alessandrina que même si elle est enceinte comme elle le lui affirme, et qu'elle met au mot d'une fille, elle aura certainement de toute manière bien du mal à croire qu'il s'agit d'elle, à moins que pour cela, il faudrait qu'elle lui ressemble vraiment, hein, qu'elle puisse en être convaincue, mais en état des choses, elle ne se fait pas d'illusions. Et c'est à cet instant que l'esprit de Jeanne va intervenir et affirmer sur ce point: Adèle, tu seras satisfaite. Elle renaîtra parfaitement semblable à la première, et même un peu, et même un peu, sinon plus belle. Voilà. Bon, je n'ai pas été très claire, je vais vous la relire cette-là. Elle renaîtra parfaitement semblable à la première, et même un peu, sinon plus belle. Donc, on est prévenu. Peu après, les communications vont s'interrompre, exactement comme Alessandrina l'avait annoncé. Et Donna, Adele Samona, va continuer de pleurer et de se désoler. Bon, au mois d'août, alors qu'elle séjourne cette fois dans le château de Spadafora, qui est une autre magnifique propriété de son époux, qui donne sur les eaux bleues de la Méditerranée, c'est vraiment très beau, c'est un château un peu médiéval, et elle va apprendre avec une certaine stupeur que ce dont elle se doutait, qui lui avait été répété avec tant de conviction par l'esprit d'Alessandrina, est devenu réalité. Elle est effectivement enceinte. Et alors qu'elle approche de son 5e mois de grossesse, le dottore Vincento Cordara, qui est un accoucheur réputé de Spadafora, va non seulement lui confirmer qu'elle est bien enceinte, mais aussi lui annoncer qu'il a le sentiment qu'elle pourrait bien attendre des jumeaux. Oh, bien sûr, il ne peut pas lui annoncer de manière certaine, mais enfin. Et c'est ainsi que l'inimaginable s'est produit.
Et comme on s'en doute, cette invraisemblable nouvelle a grandement réconforté Donna Adele et Samona. Les larmes ont séché, et à nouveau, on va la voir sourire. Et ce beau sourire, elle va le perdre au début de son 7e mois de grossesse. Un beau matin, elle va en effet ressentir des douleurs associées à d'autres symptômes alarmants, laissant présager un accouchement imminent. Elle sait parfaitement que si elle accouche maintenant, les enfants qu'elle va mettre au monde ne seront certainement pas viables. À cette époque, évidemment, les couveuses n'existaient pas, et il était assez rare qu'un enfant puisse survivre s'il se présentait avant la fin du 7e mois de grossesse. Et la voilà, à nouveau dévastée, ce qui ne va évidemment pas arranger son état. Le docteur Cordaro va se montrer d'un grand soutien. Est-ce cela qui va éviter une nouvelle fausse couche à Donna Adele et Savona? En tout cas, les symptômes alarmants finiront par disparaître. Et elle se remettra plutôt vite. Et si bien que lorsqu'elle entamera son 8e mois de grossesse, la famille Samona va pouvoir rejoindre Palerme et ce sera alors le professeur Giglio qui prendra le relais de son confrère Cordaro. Celui-là est aussi un médecin accoucheur très réputé qui va confirmer que son confrère de Spadafora a vu juste et qu'elle attend bien des jumeaux. Puis le grand jour va arriver. Au matin du 22 novembre 1910, Donna Adele Samona va mettre au monde 2 petites filles. Et ce qui va étonner le couple Samona, c'est qu'elles ne se ressemblent pas vraiment. Elles n'ont ni la même taille, ni le même poids, ça va jusqu'à leur carnation de peau, ainsi que leur constitution physique, qui sont vraiment différentes. Elles n'ont pas la même forme de corps. La plus petite des jumelles ressemble en revanche incroyablement à leur petite Alessandrina. Mais ce qui va encore davantage sidérer les parents, c'est qu'elle présente aussi des particularités qui étaient propres à cette dernière à sa naissance. Une légère asymétrie de la face, une hyperémie conjonctivale à l'œil gauche, ainsi qu'une séborrhée de l'oreille droite. Très étrange quand même. Ne doutant plus vraiment que ce soit leur fille défunte qui s'est réincarnée, le couple Samona va tout naturellement la baptiser Alessandrina. L'autre jumelle sera quant à elle baptisée Maria Pazze. Quoi de plus normal puisque la pieuse maman avait tant prié la Madone que c'est une manière comme une autre de lui rendre hommage pour la remercier d'avoir pu mener à terme cette grossesse. Et donc, comme ça, la petite fille, elle espère qu'elle sera sous la protection de la Sainte Vierge. Le temps va passer. Les jumelles grandissent depuis leur naissance, Carmelo Samona les observe et prend méticuleusement des notes. Il y consignera même qu'elles sont toujours aussi différentes physiquement, ces petites filles, et qu'il en est de même pour ce qui est de leur personnalité et de leur caractère respectif. Et ces notes compilées au fil des jours, il les utilisera pour la rédaction d'un article qui sera publié le 15 janvier 1911 dans la revue Filosofia della Scienza. Et il ne s'arrêtera pas là. Pas en si bon chemin, puisqu'il continuera d'observer ses jumelles d'un œil objectif et de rédiger des notes avec une rigueur scientifique. C'est ainsi qu'on en apprendra davantage sur les jumelles qui grandissent. Alessandrina est plutôt calme, alors que Maria Pace est séduisante. Elle court dans tous les sens, elle tient pas en place, elle est hyperactive. Vers ses 2 ans et demi, Alessandrina numéro 2 a une ressemblance quasi parfaite avec la défunte Alessandra numéro 1. Vous pouvez voir les 2 photos. C'est incroyable, d'ailleurs. Certes, ses yeux sont un petit peu plus clairs et sa nature de cheveux un petit peu différente à cette Alessandrina numéro 2, mais leur similarité de traits est vraiment troublante. Hein. Ne parlons pas de leur caractère, c'est vraiment flagrant, les mêmes. Alessandrina numéro 2 est posée, elle aussi a quelques manies surprenantes, identiques à celles de la précédente Alessandrina. Ainsi, alors que lorsqu'elle se trouve dans la maison à se balader, eh bien, si elle trouve des vêtements ou des linges comme ça, qui se trouvent à sa portée, elle va passer des heures à les plier soigneusement, à les lisser avec ses petites mains, avant de les déposer bien en ordre sur une chaise ou dans un tiroir. Et lorsqu'elle ne trouve rien à mettre en ordre, on la verra souvent se saisir d'un objet quelconque, n'importe quoi, avec lequel elle va jouer, comme elle pourrait jouer avec un jouet, un vrai jouet. Et elle demandera le plus souvent qu'on dépose l'objet jouet sur une chaise contre laquelle elle va s'appuyer. Et on la verra aussitôt chuchoter des mots à l'objet. Et elle peut s'amuser ainsi durant des heures sans jamais se lasser.
Pour une petite fille de 5 ans, avouez quand même que ce comportement est un peu singulier. Mais ce qu'il est encore davantage aux yeux des siens, c'est Alexandrina numéro un agissait exactement de la même manière. Et puis, si les jumelles se montrent évidemment tendres avec leurs parents, et les autres membres de la famille, Maria Pazze est la plus démonstrative des 2, notamment avec sa maman. Mais c'est toujours du rapide, courte durée, après l'avoir couverte de bisous, et ben elle retourne bien vite à ses jeux. Alessandrina, c'est tout le contraire. Elle se montre plus délicate dans l'affection qu'elle porte à sa maman. Assise sur ses genoux, elle se laisse câliner et embrasser durant des heures. Et les gestes qu'elle a envers sa maman sont très doux, très délicats. Et lorsque le moment vient de se séparer d'elle, bah, c'est un déchirement. À chaque fois, elle pousse des hurlements, elle pleure comme un veau. Pas d'autre mot. Carmelo Samona prendra plaisir donc à regarder ses filles, à les contempler et à prendre des notes. Et notamment lorsqu'il y a des inconnus qui viennent visiter le couple. Parce qu'il y a pas mal de visiteurs de Palerme qui viennent. Et là, Maria Passé n'hésite pas à s'approcher d'eux. Et elle leur tente sa petite menotte, elle se précipite pour aller leur dire bonjour, elle donne des baisers, elle babille, elle est tout feu tout flamme. Sa jumelle Alessandrina, en revanche, des réactions très différentes. Elle se met généralement à pleurer, elle se précipite vers sa maman pour enfuir son visage dans les tissus de sa jupe ou de sa robe, afin de cacher ses larmes. Et assez vite, Maria Pazze, bah, si elle se lasse de ses visiteurs et montre son impatience et qu'elle veut aller jouer ailleurs et quitter le salon, bah c'est pas tout à fait la même chose pour Alessandrina. Elle va rester sagement sur les genoux de sa maman et elle écoute avec beaucoup d'attention les conversations. Exactement comme le faisait autrefois Alessandrina numéro un. Comme son aînée défunte, la petite Alessandrina est plutôt dans l'émotion, d'un naturel peureux et au moindre bruit, elle est affolée. Lorsqu'elle entend par exemple passer dans le voisinage le moteur ronflant d'une automobile, et ça crève le silence, qui est un silence étonnant dans cette ville-là perdue au milieu d'un beau parc, hein, et ben la voilà terrifiée. Elle est terrifiée également quand elle voit un visage nouveau apparaître journellement pratiquement. C'est en tout cas le barbier de monsieur Samona. Et là, elle est complètement, elle se cache. Elle a peur. Maria Pace, au contraire, se moque bien de tout cela. Elle s'en fiche. Tout va bien. En tout cas, la liste des similitudes qui existent entre Alessandrina numéro un et Alessandrina numéro 2 est loin d'être exhaustive. Par exemple, eh bien, Alessandrina numéro 2 n'a pas vraiment d'intérêt pour les poupées. Elle aime pas jouer avec ça, elle préfère son objet jouet ou jouer avec les enfants de son âge. Comme l'autre Alessandrina, aussi la précédente, elle déteste le fromage. Elle refuse de manger sa soupe s'il y a du fromage dedans. Et parfois, on va tester, on va mettre à son insu du fromage, elle le sent tout de suite, elle en veut pas. Comme sa sœur également, sa sœur aînée, eh ben, elle ne supporte pas d'avoir les mains sales. Donc dès qu'elle trouve que c'est pas très clair tout ça, eh ben, elle demande qu'on lui lave les mains. Et il y a encore d'autres points communs. Elles sont gauchères toutes les deux. Les deux Alessandrina sont gauchères, alors qu'il n'y a jamais eu un gaucher dans la famille. Et Alessandrina, numéro un, trouvait autrefois plaisir à venir farfouiller dans une petite armoire qui se trouvait dans la chambre de ses frères et qui servait à ranger leurs chaussures, leurs souliers. Et sa joie était de les en sortir, ses chaussures, pour s'amuser avec elles. En fait, elle les chaussait, mais elle chaussait toujours qu'un soulier sur un seul modèle. Un seul pied était chaussé, et là, elle marchait dans la chambre, elle était toute contente. Eh bien, figurez-vous qu'Alessandrina numéro 2 va faire exactement la même chose. Vers ses 2 ans, la fantaisie va prendre également à Alessandrina numéro 2 de changer les noms et les prénoms des membres de la famille. Et une fois encore, c'est une manie qu'avait Alessandrina numéro 1. Et sa tante Caterina va s'en réjouir d'ailleurs, lorsqu'elle se mettra soudainement à l'appeler Caterina ou Caterona. En définitive, sa nièce finira par l'appeler Caterina, et elle y verra la preuve que cette nouvelle petite nièce est bien la réincarnation de sa sœur aînée,
partis prématurément. Alors que les jumelles ont fêté leurs 10 ans quelques mois plus tard, Carmelo Samona va rapporter dans une correspondance datant de mars 1921 ce qu'il a noté des évolutions physiques et comportementales de ses filles. Il indique ainsi que Maria Passé est plus grande et plus robuste que sa sœur. Il souligne que l'intelligence de ses jumelles est équivalente, même si elles n'ont pas les mêmes inclinaisons. Si Maria Passé adore jouer à la poupée et a le goût des tâches domestiques, eh ben, c'est absolument pas le cas d'Alessandrina qui préfère de beaucoup lire ou rêvasser tranquillement dans un coin. Il soulignera aussi que cette dernière a des attitudes qui dénotent un degré de spiritualité inhabituel pour quelqu'un d'aussi jeune. Donc elles ont 10 ans, les petites, à ce moment-là, hein. Donc à propos d'Alessandrina, elle dit qu'elle semble souvent absente, comme si elle méditait. Et après cela, il lui arrive parfois de faire des remarques qui ne sont nettement pas de son âge, soulignera-t-il, ce qui pour autant ne l'empêche pas de se montrer joyeuse et espiègle et de jouer avec les autres petites filles tranquillement, hein. Mais il est clair qu'elle est bien différente de ces gamines, beaucoup plus profonde et beaucoup plus mature. Et un autre détail a marqué le papa. Comme on le sait, la précédente Alessandrina est décédée d'une méningite, ce qui lui a occasionné, comme vous le savez peut-être, quand on a une méningite, on a des maux de tête absolument effroyables. Or, il se trouve que la seconde Alessandrina est en panique dès qu'elle a un petit mal de tête, léger, rien. Heureusement, ça lui arrive pas souvent. Ça lui la met dans un état épouvantable. Et pour son papa, Carmelo Samona, il s'agit d'une preuve supplémentaire que les deux Alessandrina sont bel et bien la même personne. Et ce qui va encore le conforter dans ses certitudes, c'est ce qu'il s'est produit l'année de ses 8 ans lors d'une excursion en famille à Monreale, une belle petite ville sicilienne du bord de mer, absolument chargée d'histoire. Là-bas a été édifiée au XIIe siècle, certainement la plus magnifique et la plus majestueuse des cathédrales de style arabo-normand-byzantin, et c'est un pur symbole de la présence normande en Sicile. Eh bien, avant de partir pour Monreale, donc 2 ans plus tôt, Donna Adele Samona va annoncer aux jumelles qu'elles sont sur le point de découvrir des merveilles telles qu'elles n'en ont jamais vues. Et c'est alors qu'Alessandrina va s'exclamer: «Mais maman, je connais Monréal, je l'ai déjà vu!» Donna Samona reste complètement interloquée. Non, ça peut pas être le cas. Parce qu'elle va pas se priver de lui dire. Elle souligne alors gentiment qu'elle se trompe. Mais la gamine insiste: «Oui, oui, on y est déjà allé!» Et sur cette bonne parole, elle va alors lui rappeler qu'elles ont visité une grande église où il y avait un homme très grand sous le toit qui avait les bras ouverts. Maria Passé, sa sœur, qui écoute attentivement et voit sa sœur jumelle ouvrir les bras tout grands, elle n'en croit pas ses oreilles, hein. Pour sa part, elle se souvient absolument pas de cette visite. Et de cela, elle est certaine, et de sa vie, elle n'a jamais mis les pieds à Montréal. Et si elle même n'y est pas allée, sa jumelle non plus, hein. Donc elle se demande quelle mouche a piqué Alessandrina pour qu'elle se mette à raconter une histoire qui ne tient pas debout, une histoire pareille. Et il n'y a pas qu'elle qui va rester ébahie. Monsieur et madame Samona le sont aussi, même davantage encore. Et pour tout dire, ils sont même bouleversés en entendant tout ça, puisqu'ils vont se rappeler qu'un peu avant le décès d'Alessandrina numéro 1, ils avaient emmené celle-ci à Monréal. Et dans la cathédrale, la représentation d'un grand Christ ouvrant les bras l'avait fortement impressionnée. Il s'agit vraisemblablement du grand Christ Pantocrator qui est représenté sur le haut de l'abside à l'intérieur de la cathédrale et qui est un pur chef-d'œuvre comme vous pouvez le voir. Et pour faire bonne mesure, leur seconde Alessandrina, qui veut maintenant absolument démontrer qu'elle a bien été à Monréal, va continuer d'énoncer les souvenirs de cette visite là-bas. Et c'est ainsi qu'elle va demander à sa mère si elle se souvient de cette dame qui avait des cornes sur le front ainsi que des religieux rouges. Les Samona vont s'interroger: de quoi parle-t-elle? C'est alors que Donna Adele Samona va avoir une fulgurance. Lors de cette visite, ils étaient bien en effet accompagnés d'une amie venue de province pour consulter des médecins de Palerme. Et il se trouve qu'effectivement, la pauvre dame était affectée d'excroissance de chair sur le front qui lui poussait et qui faisait penser à des petites cornes. Elle espérait bien d'ailleurs que les praticiens palermitains feraient quelque chose pour elle parce que ça commençait à devenir très inesthétique et quand vous avez 2 cornes sur le front, voilà.
En tout cas, pour ce qui est des prêtres rouges, il y aura une solution aussi. Donna Adele Samona va également avoir le déclic, mais oui, elle sait à quoi sa fille fait allusion. Il s'agissait d'un groupe de prêtres, de jeunes prêtres grecs orthodoxes. Ils étaient vêtus d'habits bleus, qui étaient ornés de parements rouges vifs. Et leur tenue avait grandement impressionné à l'époque leur pauvre Alessandrina, qui n'avait alors que 5 ans. Et en entendant tout cela, les Samonas ne vont plus nourrir le moindre doute. L'Alessandrina qui leur fait face et égrène ses souvenirs de sa précédente vie, en semblant convaincue qu'ils sont ceux de sa vie actuelle, ne peut indéniablement qu'être la réincarnation de la précédente Alessandrina. De ce moment, ils ne la contrediront plus jamais et n'insisteront plus pour lui démontrer, comme ils l'ont fait parfois autrefois, qu'elle peut être dans l'erreur. Plus question de l'influencer ni de la déstabiliser, et lorsque de temps à autre il prendra à Alessandrina de faire de nouvelles allusions à des souvenirs attachés à sa vie précédente, ils s'abstiendront de faire des remarques. Ils se contenteront simplement d'écouter, et Carmelo Samona prendra plus que jamais des notes avec objectivité et toujours la même rigueur scientifique. D'ailleurs, Carmelo Samona était un scientifique. Diplômé de la faculté de médecine de Palerme, et oui, rien de moins que ça, je pense que ça l'a pris après, hein, avec le cas de ses filles. Et je ne crois pas qu'il l'était à l'origine. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'indication là-dessus, j'ai vérifié, mais je n'ai pas trouvé. Donc en tout cas, ce monsieur a écrit un livre qui s'appelle Psyché Mysteriosa et qui est consacré au cas de ses jumelles. Et d'ailleurs, il se pourrait bien que ce soit sa thèse de doctorat, celle qu'il a soutenue devant la faculté de médecine de Palerme. En tout cas, cette thèse attira en son temps l'attention d'un nombre de scientifiques italiens et européens qui ne manquèrent pas de lui décerner des propos élogieux. À son époque, l'homme, dit-on, aurait été un scientifique réputé pour ses travaux sur l'esprit humain et sur ses pouvoirs, et aussi l'un des très célèbres experts en parapsychologie dans son pays. En tout cas, devenue adulte, Alessandrina Samona restera très proche de son papa. Comme lui, elle se passionnera pour le surnaturel et se posera bien des questions, notamment sur la transcendance et sur la nature de Dieu. Tout un programme. La spiritualité tiendra une grande place dans sa vie. D'ailleurs, elle ressentira très jeune cet appel du haut qui la poussera à donner un sens à sa vie. Et c'est ainsi qu'alors qu'elle avait des parents et une famille très mondaine, eh bien, elle va se couper de toutes ces mondanités pour vivre tranquillement à l'écart de Palerme, dans la simplicité. Enfin, dans la simplicité, dans le faste certes, mais dans une vie extrêmement simple. Elle va pas faire des chichis ni faire des cocktails tous les 2 matins. Elle en fait pas du tout d'ailleurs. Donc, cette petite Alessandrina devenue Alessandrina adulte va vivre durant plusieurs années dans une jolie villa située sur la commune de Gibilmana, et qui est enfouie dans un territoire boisé de l'arrière-pays de Palerme. Et dans ce village se trouve d'ailleurs un sanctuaire dédié à la Sainte Vierge. Et Alessandrina dira avoir passé dans cette belle villa perdue dans la nature parmi les plus beaux moments de son existence. Le décès de son père en 1923 sera un grand choc pour elle, qui va la laisser qui va laisser dans sa vie un grand vide qu'elle va avoir beaucoup de mal à combler. Ils étaient très proches l'un de l'autre et là, elle va être vraiment très, très peinée. Et puis le temps passe, dès 1940, elle va avoir des visions, figurez-vous. Durant l'été de cette année-là, alors qu'elle pique-nique avec des amis dans une clairière perdue des bois de Gibilmana, eh ben, elle va avoir la vision du futur de Laura, qui est une de ses amies proches qui envisage de se marier. Alors qu'elle s'est écartée du petit groupe de ses amis pour aller méditer sous un grand pin centenaire, eh bien voilà qu'elle est prise d'une vibration intense qui va lui traverser soudain le corps, hein. Jamais auparavant elle n'a éprouvé un tel ressenti. Et c'est à ce moment-là qu'elle va avoir la vision de Laura, toute vêtue de blanc, entourée de médecins et d'infirmières et qui est en train d'accoucher. Et puis la scène va changer et cette fois, Laura est inerte, ses yeux sont vitreux et son expression est figée. Elle aura ensuite une autre vision de son amie reposant dans un cercueil, son jeune mari en larmes à ses côtés. Évidemment, elle va être très choquée, elle va rejoindre ses amis auxquels elle ne pipera pas un mot de ce qu'il vient de se produire. Et hélas, Alessandrina Samona aura vu juste, puisqu'en 1943, sa chère Laura va mourir en couche 1 an après s'être mariée. Et ce sera le début, tout cela, d'une extraordinaire médiumnité qui va éclater.
Dans les jours et les semaines qui vont suivre, les visions vont se succéder et cela ne cessera jamais plus jusqu'à sa mort. Ses facultés médiumniques exceptionnelles finiront par se savoir, les gens se montreront d'abord curieux, puis ils comprendront bien vite qu'elle voit juste. Il lui suffit d'ailleurs d'avoir un objet entre les mains ayant appartenu à un défunt, par exemple un mouchoir ou un objet usuel, eh bien pour que les visions se déclenchent. Alessandrina Samona dira qu'elle voit comme dans un film un déroulé des événements. Aux personnes qui viennent la visiter, elle transmettra toujours avec une grande délicatesse les messages de leurs chers disparus. Les transmettre pour elle, dira-t-elle, c'est une mission. Et pour ce qui est de l'avenir des vivants, elle voit aussi remarquablement bien, mais elle a dit qu'elle préférait garder cela pour elle, afin de ne pas influencer leur vie. En tout cas, Alessandrina Samona s'attirera rapidement le respect de tous, et après la Seconde Guerre mondiale, elle épousera un militaire, le général Carmelo Guifrida, et elle va partir vivre avec lui dans une somptueuse villa, elle aussi perdue dans la nature. Sa nouvelle demeure est située dans la petite ville thermale de Montevago, pas très loin du site d'Agrigente, de la ville d'Agrigente où il y a des ruines romaines qui sont magnifiques d'ailleurs. Et cet homme va lui donner un fils, et ce sera cet homme pour Alessandrina, le grand amour de sa vie. Il y aura le même amour entre elle et son mari que celui qu'il y avait entre son papa et sa maman. En tout cas, là-bas, nombre de personnes affectées par le décès d'un proche, notamment des veuves de guerre, on est après 1940, vont venir la visiter à Montevago afin de recevoir les messages de leurs défunts qui s'expriment à travers elle. Avec des paroles douces, toujours remplies d'espoir, elle saura toujours les réconforter. Pour cela, elle ne demandera évidemment rien en échange, elle le fait bénévolement, on peut le comprendre puisque de toute façon elle est très riche, enfin bon. Et comme à Gibilmana, se trouve à Montevago un sanctuaire dédié à la Sainte Vierge, celui de la Vierge des Grâces. Il a été édifié, je le note, à l'emplacement d'un ermitage où autrefois aurait vécu Saint Nicolas avec sa communauté de moines. Alessandrina s'y rendra souvent pour s'y recueillir. Donc elle était à la fois spirite et en même temps attachée à sa religion comme sa maman. Après s'être rapproché d'ailleurs d'un père jésuite, un religieux très érudit et très ouvert, parce que vous savez que l'Église, avec le spiritisme, c'est pas tout à fait ça, et ben elle va décider de lui confier tous les secrets de sa vie. Et ce jésuite va lui dire, mais écrivez, Alessandrina, écrivez. Et ben c'est ce qu'elle va faire. Et elle écrira donc 3 livres qui sont consacrés à la spiritualité. Dans le premier, qui est intitulé Mystère de la psyché, elle relate son incroyable enfance et son adolescence en tant que réincarnée. Et dans le suivant, qui s'appelle Lumière dans les ténèbres, elle traite de ses expériences médiumniques et des cas qu'elle a rencontrés. Et dans son ouvrage, qui sera le dernier, Âme et Esprit, elle va évoquer les expériences de ses dernières années de vie et va dévoiler ses réflexions sur l'âme et sur le divin. Un pape qui a entendu parler d'elle va la recevoir d'ailleurs en audience privée. C'est dire. Et la pauvre Alessandrina, enfin, elle a bien vécu puisqu'elle a vécu 90 ans, et bien va s'éteindre dans la soirée du 1er juin 2000, un départ tranquille, dans la plus grande discrétion. Ce soir-là, son fils Giacomo, qui vit dans la même demeure qu'elle et qui ne parvient pas à s'endormir, va avoir une intuition, une voix intérieure qui va le pousser à se rendre au salon. Et là, il trouvera sur un canapé, les yeux fermés et le visage serein, sa maman. Son âme s'est envolée. Voilà, elle est partie tranquillement. Le célèbre chercheur américain Ian Stevenson, qui a été un éminent professeur de psychiatrie de l'Université de Virginie, mondialement connu pour ses recherches sur la réincarnation, il a étudié au moins 3000 cas, a rapporté dans l'un de ses livres, où il relate 20 cas de réincarnation en Europe, celui d'Alessandrina Samona. Ce qui l'a amené à considérer la véracité de son cas, entre autres, c'est la connaissance détaillée qu'avait la seconde Alessandrina Samona de la visite de la première Alessandrina à Monreale. Vous vous souvenez, le Christ Pancréator. Donc elle pouvait pas savoir, voilà. Donc ça lui a paru, et, bon, c'est pas un moyen ordinaire de savoir les choses. Donc voilà ce qui lui a fait retenir
le cas, de cette petite Italienne, parce qu'il a trouvé qu'elle ne pouvait pas l'inventer. Voilà, il fallait vraiment qu'elle l'ait vécu. Et puis, je vais vous parler maintenant d'un autre cas qui a été étudié, par Ian Stevenson. Alors, on pense généralement, vous voyez, ces 2 cas ont un point commun. On pense généralement qu'un certain laps de temps s'écoule entre chaque réincarnation, des années, des décennies et même parfois un siècle, ou plusieurs même, hein. Et il y a des rares exceptions où une réincarnation se réalise très rapidement. On l'a vu avec le cas d'Alessandrina Savona que je viens d'exposer. Mais il y en a un autre qui s'est produit en Inde et qui a été très longuement étudié par Ian Stevenson. Et une fois encore, cela concernait des jumeaux, mais cette fois de sexe masculin. Ceux-là sont nés en août 1964 à Shamnagara, un petit village du nord de l'Inde. Ils s'appellent Ram et Shesh Naren Dwivedi, surnommés respectivement par leur maman Ramu et Raju. Et ils vont faire un jour une fugue alors qu'ils ne sont âgés que de 3 ans. Vous imaginez, ils sont partis en courant. Bon. Leur objectif, on le saura après, était de rejoindre le village d'Uncha Larpur, qui était situé une quinzaine de kilomètres de là. Ils sont persuadés, les 2 gamins, que se trouve là-bas leur vraie maison. Bon, heureusement, on va retrouver assez rapidement ces fugueurs en coulée de course, c'est quand même assez dangereux. Toutefois, on ne saisira pas trop, évidemment, ce qui leur est passé par la tête, puisqu'ils n'ont jamais habité ce village, qu'ils n'y ont pas de famille et qu'ils ne sont même jamais allés. Et lorsqu'ils finiront par expliquer la raison de leur escapade, on va en rester plutôt ébahis. Ian Stevenson va se rendre sur place lorsqu'il leur invente cette histoire remarquable afin de rencontrer les 2 enfants, mener une enquête sur place. Bon, il va faire parler tout le monde. Les jumeaux, Ramo, et Raju lui confirmeront avoir déjà été des frères jumeaux dans leur vie précédente. À l'époque, ils se nommaient, diront-ils, respectivement, Bhimsen et Pitama Tripathi. Et ils vont dire qu'ils sont nés en 1935 dans une famille d'agriculteurs appartenant à la caste des Brahmanes, qui est celle la plus élevée en Inde, hein. Ce sont des gens, une certaine aura. Et hélas, ils ont été assassinés dans des circonstances particulièrement tragiques. Donc, des 2 enfants, des 2 premiers jumeaux, hein, qui sont nés en 35, eh bien Bhimsen était le plus intelligent. Bon, ça on aura beaucoup d'indications, hein, par la suite, suite à l'enquête de Ian Stevenson, mais aussi le plus agressif. Adultes, ils vont devenir agriculteurs, ils possèdent une ferme avec leur frère aîné qui s'appelle Chandra. Ils cultivent des terres que leur père leur a laissées en héritage, on a beaucoup. Ils vont se marier également. Pitama a eu un enfant, Bhimsen en a eu 3, et Ramu et Raju, les jumeaux réincarnés, vont expliquer à Ian Stevenson que ceux dont ils sont la réincarnation, donc Bhimsen et Pitama, ont été autrefois assassinés en 1964 par 3 hommes, dont un qui s'appelle Jagannath, et ces 3 hommes les auraient piégés, après leur avoir fait croire qu'ils entendaient faire la paix avec eux à la suite d'un litige foncier qui les opposait. En fait, vous allez voir. Jagannath avait en effet construit une sorte de réservoir de retenue d'eau sur un terrain que les jumeaux estimaient être les leurs. Oui, le leur. Et en représailles, ils vont se venger, hein, de ce Jagannath. Ils vont construire une digue et faire une retenue avec une sorte de petit barrage, vous voyez, sur un ruisseau qui irrigue les terres du fameux Jagannath et d'un certain Rajaram afin de les assécher. Donc évidemment, ça va faire des histoires. Ils vont pas arrêter de s'insulter, même peut-être de se taper de temps en temps. En tout cas, il va se passer un événement, c'est-à-dire que sous le prétexte de vouloir mettre un terme au conflit qui les oppose, eh bien Jagannath va convier les 2 jumeaux afin de discuter avec eux des termes d'un accord. Bon, sans se méfier, Bhimsen et Pitama vont se rendre au rendez-vous. Et afin de les mettre en confiance, Jagannath va leur faire mine de leur avoir pardonné, il est très aimable, il va se montrer amical même, puis il va leur offrir un petit coup de lait à boire, je crois que c'est l'usage là-bas. Et voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est alors que des hommes qui sont des complices vont faire éruption dans la pièce,
où tout le monde se trouve et se jeter sur les jumeaux. Ils vont leur lancer au visage un liquide corrosif contenu dans une bouteille avant de les ligoter. Bimsem, qui est parvenu à se délier, c'est le plus habile, hein, à délier ses cordes, va réussir à s'enfuir. Mais il voit qu'il est pris de remords en route. Il se dit: j'ai abandonné mon jumeau. Il revient sur ses pas pour l'aider. Et évidemment, son affection pour lui va lui être fatale, puisque ça va sceller son destin funeste, comme vous allez le voir. Leurs agresseurs vont cette fois maintenir les jumeaux au sol, en appuyant sur leur poitrine et leur ventre des bâtons, hein, ils vont les coincer comme ça. Ils seront ensuite étranglés à l'aide de bâtons aussi, on va certainement leur briser les os, voilà, et les cartilages. Enfin, c'est agréable, il y aura une vraie boucherie, hein. Toujours ligotés, ils seront alors jetés dans un puits. On ne les verra jamais plus vivants après le 14 avril 1964. On va retrouver leurs cadavres relativement vite. Bah oui, puisque c'est un puits qui sert, donc on va bien voir qu'il y a comme un défaut. Et on va retrouver en effet les cadavres le 2 mai suivant, terriblement décomposés. L'autopsie va démontrer qu'ils ont été étranglés, mais il sera impossible d'en savoir davantage, vu l'état précisément de décomposition avancée des cadavres. Suite à cela, 9 personnes vont être arrêtées, traduites devant un tribunal, et cela ne donnera rien, puisqu'aucun d'eux ne voudra avouer ni en dénoncer un autre. Ils seront donc tous acquittés, faute de preuves solides. Certains d'entre eux, d'ailleurs, se vanteront par la suite d'avoir participé au meurtre et donneront même parfois quelques détails sordides. Et pour autant, ils ne seront pas inquiétés. Quelques mois plus tard, en août 1964, vous voyez bien, ils sont morts en avril, août 1964, 2 autres jumeaux vont voir le jour dans le village de Shamnagara. Et ceux-là ne sont autres que Ramu et Raju. Il faut souligner que Kapuri, leur maman, avait aussi fait 2 rêves, mais cette fois pendant sa grossesse. Et ces 2 rêves lui montraient qu'elle attendait des fils jumeaux. Lorsqu'ils vont grandir, elle va constater qu'ils sont fort ressemblants à ceux qu'elle a vus autrefois dans ses rêves. Ça la trouble beaucoup. Ramu et Raju vont se montrer précoces. Dès l'âge de 2 ans, ils vont s'exprimer clairement et avec intelligence, du moins pour ce qui est de Ramu, qui est plus vif d'esprit et moins nonchalant. L'année de leurs 3 ans, qui est aussi celle de leur fugue, ils vont surprendre un de leurs oncles. En effet, un jour, ils vont toucher les pieds d'un homme inconnu en signe de respect. Leur oncle les réprimande en leur disant que ça ne se fait pas. Ils vont répliquer qu'ils l'ont connu autrefois, du temps où ils habitaient à Auncha Lumpur, Larpur. Et cet événement va manifestement activer les souvenirs qu'ils ont de leur vie antérieure dans ce village. Ils vont donc fuguer à Unchalarpur et dès ce moment, leurs parents devront aussi s'habituer à les entendre évoquer ce qu'ils ont été avant. Lorsque l'un des jumeaux commençait une phrase, eh bien c'était toujours l'autre qui la terminait et c'était absolument systématique. Ils donneront ainsi moult détails de leur vie passée sous les entités de Bimsem et Pitava. Ils citeront ainsi leurs noms ainsi que celui de leurs professeurs, ceux de leurs épouses respectives, ceux de leurs enfants. Ils diront exactement quelle était la surface de leur terre, celle qu'ils possédaient, parce qu'ils étaient propriétaires terriens importants, et tout sera vérifié par la suite et se révélera juste. Ils diront encore que l'un d'eux portait une bague, qu'ils vont décrire sans préciser quel était le jumeau qui la portait, mais on saura plus tard que c'était la bague portée par Bimsem. La liste des détails que les jumeaux donneront de leur vie passée, qui se révéleront exacts, eh bien, est absolument impressionnante. C'est Raju qui aura évoqué le premier les meurtres dont ils ont été les victimes. Il dira qu'ils ont été assassinés par le chef du village de Kuri, qui est proche de celui d'Unchalarpur, et que l'homme s'appelle Jagannath. Il a été aidé dans l'exécution des 2 jumeaux par des amis, un certain Rajaram et un certain Orilal. Les jumeaux vont décrire précisément les circonstances et les détails de leur meurtre, le meurtre des jumeaux dont ils sont les réincarnations, à leurs parents, dans des termes que j'ai déjà précédemment rapportés. Hein. Je ne vais pas recommencer. Inutile de préciser que le discours des jumeaux va terriblement inquiéter ces pauvres parents. Et il y a une raison à cela, figurez-vous.
Parce que dans le nord de l'Inde, une superstition veut en effet que ceux qui se souviennent de leur vie antérieure encourent de graves malheurs. Ils risquent ainsi de mourir jeunes. Donc les parents vont réagir très fermement. Désormais, à chaque fois que leurs fils commenceront à évoquer leur vie passée, ils seront sévèrement réprimandés et parfois même battus. On leur interdira évidemment d'en parler à quiconque, même pas au reste de la famille. On leur donnera également l'ordre de nier tout ce qu'ils pourraient avoir dit un peu rapidement, pour le cas où des questions leur seraient posées. Leurs parents ne les autoriseront seulement à parler qu'au professeur Ian Stevenson quelques années plus tard. En fait, il n'y a pas que la superstition qui a incité les parents à leur demander de réprimer leurs souvenirs de leur vie passée. Les pauvres craignaient en effet des représailles de la part des familles des assassins. Il faut savoir encore que des membres de la famille des jumeaux assassinés sont venus voir par la suite les jumeaux Ramu et Raju. Ce sera le cas de Ram Devi, qui est la maman des anciens jumeaux, des premiers jumeaux. Ils vont aussitôt reconnaître cette maman qu'ils ont eue dans leur vie passée, et elle aussi va immédiatement les reconnaître. Et elle va fondre en larmes, la pauvre, elle est toute émue. Il faut dire que ça doit surprendre, évidemment. Ils vont recevoir également la visite de Chandra, qui était leur frère aîné de la vie passée. Et là, ça va être formidable aussi. Ils le reconnaissent sans hésiter. Ce dernier va se montrer d'ailleurs une aide précieuse pour la suite de l'enquête que va mener Ian Stevenson, parce qu'il va permettre de vérifier la véracité des souvenirs des petits jumeaux récents, si je puis dire, alors qu'ils étaient autrefois sous l'identité de Bhimsen et Pitana. Donc Ramu et Raju recevront également beaucoup de visites, mais celles de leurs fils, parce qu'ils ont eu des enfants dans leur vie précédente. Et alors qu'ils sont encore que des enfants, pourtant des tout petits garçons, eh ben, ils vont se montrer alors très paternels avec les fils qu'ils ont eu de la vie d'avant. Exactement comme des pères le feraient vis-à-vis de leurs enfants. Leur attitude trouble tout le monde, évidemment, y compris leur fils qui pourrait être leur grand-père, hein, ou quelque chose dans ce goût-là. C'est complètement fou. Et certains de leurs assassins, de leur vie passée, vont pas se démonter, eux aussi. Bon, ils sont survivants, ils doivent plus être très jeunes, mais ils vont se déplacer pour voir les jumeaux. Probablement par curiosité plutôt que par remords, hein, évidemment. Et Ian Stevenson aurait bien voulu avoir le compte-rendu de ce qui s'est dit à ce moment-là, au cours de ces rencontres. Eh bien, il ne le saura jamais, parce que la famille et les jumeaux vont faire barrage. Bon, il en a supposé dans son livre que ça ne devait certainement pas être très agréable ce qui s'est passé à ce moment-là. En tout cas, le professeur Ian Stevenson a pu constater que les jumeaux présentaient aussi, il n'y avait pas que le discours, il y avait également des preuves avérées apparemment, et notamment sur leur corps. Ils avaient des traits pigmentés ou sombres à la base de leur torse et sur leurs abdomens, au même endroit, pratiquement. Il s'agissait de taches de naissance d'environ 2 mm de large. Ramu en avait 5, tandis que Raju en avait 2. Ian Stevenson a supposé donc qu'il s'agissait certainement de traces de bâtons. C'est vrai, on les a maintenus au sol pour qu'ils ne bougent plus, hein, pour qu'ils ne se sauvent pas, puisqu'il y en a un des deux, Bhimsen, qui s'est sauvé. Donc ils ont été certainement à moitié transpercés par ces bâtons au moment de leur agression. Ian Stevenson a également relevé que, comme pour ce qui était des jumeaux assassinés, il y avait chez Raju et Ramu une notable différence d'intelligence. La même grande affection les jumeaux assassinés, ça c'est évident, la même que pour les jumeaux réincarnés. Ils sont très collés serrés, ces jumeaux-là. Hein. Et comme c'était le cas chez les jumeaux assassinés, l'un des deux jumeaux réincarnés est nettement plus agressif que l'autre. Il y a toujours dans le binôme, il y en a un qui a plus de peps et d'agressivité. Ainsi donc, grâce à l'étude de Ian Stevenson, qui s'est quand même étalée sur près de 40 ans, si j'ai bonne mémoire, eh bien, une multitude de détails troublants qui se sont avérés communs entre les deux paires de jumeaux vont être relevés. C'est absolument troublant. Et lors de son enquête, Ian Stevenson a pu vérifier que Ramu et Raju n'avaient pas eu la possibilité auparavant de connaître un seul détail des vies de Bhimsen et Pitama, donc ils diront être la réincarnation. Donc c'est totalement surnaturel et c'est ce qui a fait considérer ce cas pour Ian Stevenson comme un cas avéré de réincarnation. Voilà.
Donc je vous ai parlé de réincarnation de jumeaux aujourd'hui. C'est quand même très troublant, toutes ces choses-là. Je vous raconterai de temps en temps des histoires de réincarnation parce que j'y ai pris goût, vous voyez, c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet. Et je trouve que c'était fort intéressant. Je crois que ça vous a intéressé en son temps. Donc si la première vous a intéressé, bah, peut-être que la seconde vous intéressera aussi. C'est différent. En tout cas, j'ai eu plaisir à vous raconter tout ça. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre générosité. Je vous remercie de votre amitié aussi, parce que je considère que c'est de l'amitié. Il y a tellement de jolis commentaires et de gentillesse que bah, c'est pratiquement un rendez-vous amical que nous avons de temps en temps. Donc merci à toutes, merci à tous. Bah, je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée, une belle soirée si vous me regardez, et puis une bonne nuit aussi. Puis un bon sommeil, un bon dodo pour ceux que j'endors, parce que ouais, l'autre jour, je me suis réécouté une vidéo où j'étais pas sûre de moi. Bah, figurez-vous que je vous l'ai peut-être déjà dit et je radote, c'est possible, parce qu'il est tôt ce matin quand j'enregistre. Eh bien, je me suis endormie. Même moi, je m'endors, je m'auto-endors. Vous voyez, c'est grave, docteur. Je me demande bien pourquoi, mais enfin bon, si un jour j'ai des insomnies, bah, il me suffit de m'écouter sans regarder qui je suis, parce que c'est drôle, parce que quand on s'écoute, j'ai pas la même voix, j'entends pas ma voix, c'est pas la même, j'entends la voix de ma sœur. C'est quand même très curieux. Et quand je vois ma bouille, je me dis c'est moi, mais je me reconnais pas non plus, je me vois pas comme ça. Bon, enfin bref, voilà. Je vous en dirai pas plus que vous allez dire. Voilà. Bah écoutez, à bientôt les amis. Je pense que vous me verrez pendant le week-end du 1er mai. Eh bien, je vous souhaite un joyeux week-end. Il y en a peut-être qui feront le pont, donc profitez-en, profitez de la nature. Il fait encore un petit peu frisquet, mais allez vous promener. La chaleur arrive. Enfin, j'espère pas trop quand même. Allez, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.